pas chier, je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Menacez-moi de votre arme. C'est un ordre, menacez-moi. J'ai pas vécu 11 mois dans la peau d'un hussard pour finir dans celle d'un fantassin. Bonsoir. C'est un ennemis. J'accepte de mourir, mais avec un minimum d'effort. Dieu le veut. Je trépasse si je faiblis. Sonne la charge. Ça les excitera. De toute façon, on sera pendu. Vive la mort. Viva la muerte. Il faut que je choisisse entre le métier de voleur et celui de révolutionnaire. Crois-moi, je choisirai le métier que je connais le mieux. Je ne désirais que le bien de mon pays, dans l'insurrection et l'indépendance. Bonjour à vous, très chers auditeurs, et merci d'être des nôtres pour ce 4e épisode de Camarades du front. Aujourd'hui, nous ferons le survol de la vie d'un nationaliste irlandais, mais aussi enseignant, avocat, poète, écrivain, activiste politique républicain et révolutionnaire, qui a été l'un des leaders de la Révolution de Pâques de 1916. Sans plus attendre, place à Patrick Pearse. Aujourd'hui, nous explorerons ensemble un autre visage primordial du nationalisme révolutionnaire. Cette fois, nous nous transporterons dans la douce Éire, l'Irlande verdoyante et mystique au début du 20e siècle. L'Irlande est à cette époque encore sous le joug britannique qui tente de l'assimiler et d'éradiquer la tradition et la langue gaélique. C'est un jeune homme nommé Patrick Pearse qui incarnera la flamme prolifique de la libération gaélique. Poète guerrier, héros martyr, la vie du chef rebelle nous enseigne une méthode de lutte nationaliste et culturelle indispensable pour le camp séparatiste. Né en 1879 à Dublin, Patrick Pearse est le fils d'un tailleur de pierre anglais du Devonshire, venu faire fortune en Irlande, où il épousera une femme toute gaélique, la mère de notre héros, tout comme la cause irlandaise. Aîné de 4 enfants, il fut élevé dans la culture et l'autonomisme irlandais, appelé le Home Rule. La famille maternelle Pearse parlait aussi régulièrement le gaélique irlandais. Son grand-père maternel était un sympathisant du mouvement nationaliste révolutionnaire Jeune Irlande et du soulèvement manqué de 1848. Patrick Pearse fit son éducation dans les écoles catholiques des Frères chrétiens d'Irlande, un milieu très patriote. Ses héros d'enfance furent des hommes comme Wolfe Cuchulainn et la Branche Rouge, les Fenians et tout autre rebelle contre la couronne d'Angleterre. Il apprit d'une tante et d'une vieille grammaire moisie le gaélique irlandais, langue interdite à l'époque. Un vieux chanoine portant un nom qui vous fera faire des liens avec le Canada français, O'Leary, lui apprit tout le légendaire celtique des héros et des martyrs de la Harpe d'Or. Cette révélation historique lui infusa directement la flamme de la révolte dans ses veines. Patrick Pearse donnera sa vie pour l'Irlande. Dans ce contexte, il fonde la New Ireland Literary Society, dans un but de ressusciter la langue gaélique assassinée par l'anglo-saxon. Appelé par le voyage, le jeune Patrick Pearse découvrit en Belgique la bataille des minorités flamandes pour préserver leur langue. La mort précoce du père Pearse obligea Patrick à revenir en Irlande pour devenir gestionnaire des affaires familiales. Il dut confier les rênes de l'entreprise familiale à son jeune frère William pour terminer ses études classiques et devenir juriste. Il obtient aussi un baccalauréat en arts et en langue moderne, avec mention pour maîtrise du français, de l'anglais et de l'irlandais de l'Université royale d'Irlande. Plus intéressé par la cause gaélique que par ses études, ou la vie professionnelle, Patrick Pearse débute son engagement politique au sein de la Ligue gaélique à l'âge de 23 ans, en 1903. La Ligue avait pour but une reconnaissance culturelle de la nation gaélique d'Irlande. Elle était accompagnée d'une autre organisation, cette fois sportive, l'Association athlétique gaélique, qui s'occupait d'initier les jeunes hommes au sport celtique, comme le hurling. La Ligue formait les cœurs et les esprits. L'association formait le corps des futurs guerriers de l'Irlande. Voici ce que Pearse conclut de la Ligue et de son association. La Ligue gaélique sera reconnue dans l'histoire comme l'influence la plus révolutionnaire que l'Irlande ait jamais connue. La guerre culturelle devenait l'activité principale de la lutte nationaliste en Irlande. Musique, danse, sport,
poésie, légendes et autres. Le combat culturel doit avant toute chose précéder le combat politique et militaire. La Ligue vit passer dans ses rangs des milliers de jeunes Irlandais qui parcouraient les contrées reculées de la Douce-Aire à la rencontre de leurs traditions et de leur langue sacrée. C'est dans cette période d'effervescence culturelle que Patrick Pearse publia son premier recueil de poésie intitulé « Le narrateur ». Pour Patrick, la commémoration des héros de la nation irlandaise est une nécessité qui ne peut être évitée. Il participe et organise de nombreux pèlerinages nationaux comme catholiques. C'est dans ces événements qu'il aiguisa ses talents d'orateur, où il sera généralement rassembleur et admiré de ses pairs. Les morts, les aïeux, sont l'âme de la nation. Il écrit souvent dans ses articles de journaux et ses écrits « Si l'Irlande spirituelle disparaît, alors l'Irlande réelle mourra aussi. Une nation qui oublie son passé et ses héros disparaît dans le magma humain indifférencié. » Professionnellement et intellectuellement, Patrick Pearse eut une vie de littérateur abondante. Poète, conteur, romancier, journaliste et rédacteur en chef de journaux. Il prit l'initiative de publier des ouvrages oubliés, écrits en gaélique, pour les traduire en anglais ou simplement les rééditer. Plusieurs pièces de théâtre qu'il écrivit furent jouées en Irlande. Il imprima aussi les légendes et connaissances gaëles de tradition orale. Il fut en quelque sorte le chef d'orchestre d'une vraie renaissance culturelle. C'est en 1908 que sa vie prend un réel tournant. Il ne peut plus se contenter de diffuser la tradition gaélique. Il doit la transmettre par l'éducation. Pearse entreprend alors le projet gigantesque de créer une école. Cette école devait être clairement nationaliste. Un billet catholique lui aurait assuré un financement, mais pour lui, la nation irlandaise et son avenir dépassaient largement les intérêts du clergé. Ainsi, le collège Saint-Edna vit le jour en banlieue de Dublin. Début modeste pour le collège, les états financiers de l'établissement se portent très mal, et après avoir donné ses cours, Patrick Pearse doit travailler au journal pour financer son projet ou demander des dons, qui sont peu nombreux. Le collège Saint-Edna était une harmonie de discipline et de liberté. Les débats ouverts entre professeurs et élèves étaient encouragés. Les élèves nommaient un capitaine de groupe qui les dirigeait et imposait la discipline. Pearse et son corps enseignant formaient des esprits et non des travailleurs. C'était la future élite nationaliste qui était formée à Saint-Edna, prêt à tous les sacrifices pour l'Irlande. En 2 ans, le collège finit par connaître un succès qui obligera Pearse à faire de Saint-Edna le collège féminin et établir un collège masculin dans un bâtiment plus grand nommé l'Ermitage. L'architecture gréco-classique, l'Ermitage se distingua par ses éducations presque spartiates. Les sports celtiques rudes comme le hurling y étaient pratiqués par tous les élèves, comme la randonnée et les pèlerinages quotidiens. Le culte de tous les héros nationaux y était farouchement pratiqué. Voici un extrait de ses notes d'éducateur. L'utilitarisme moderne est un signe infaillible de la décadence. Le culte de la bravoure nous est indispensable. C'est pour préparer les Irlandais à la guerre de libération nationale qu'à Saint-Edna leurs fils apprennent l'histoire nationale et la langue nationale. La devise du collège était directement tirée de celle des Fiannas, des héros légendaires et historiques de l'Irlande. La force dans nos bras, la vérité sur nos lèvres et la pureté dans nos cœurs. La tranquillité de la vie d'éducateur ne pouvait contenter trop longuement le séparatiste irlandais. Les principaux partis ou mouvements politiques œuvrant à l'époque ne pouvaient pas plus satisfaire ses ambitions intransigeantes. Le Sinn Féin, incarnation politique autour du journal du même nom, né de la Ligue gaélique, ne pouvait rejoindre Pearse. Électoraliste et purement politique, son chef, Arthur Griffith, régnait en maître sur son mouvement. Ensuite, l'Irish Parliamentary Party de John Desmond, plus autonomiste que séparatiste et participant aux législatures britanniques, ne pouvait que déplaire au directeur de Saint-Edna. Patrick Pearse n'eut pas à chercher trop longtemps. C'est un mouvement, clandestin en l'occurrence, qui vient vers lui. La Irish Republican Brotherhood, fondée en 1858 par des Fenians, des partisans de la lutte armée pour la liberté de l'Irlande, mouvement qui avait déjà passé ses heures de gloire, suivit Pearse de l'œil. Œuvrant principalement en exil depuis les États-Unis, suite à la déportation massive de ses chefs par l'Angleterre à la fin du 19e siècle.
La fraternité était une société séparatiste secrète révolutionnaire, infiltrant tous les mouvements patriotes existants pour recruter des éléments les plus radicaux et les plus fiables à leur cause. Une de ses têtes dirigeantes, Sean McDermott, un infirme, en avait épuré tous les éléments modérés depuis 1900, réduisant la fraternité à un maximum de 1000 membres dans toute l'Irlande. En 1910, un jour comme un autre, le directeur de l'Ermitage entra dans un des clubs Freedom appartenant à la Irish Brotherhood. Les vieux militants changèrent leur discussion politique vers des discours plus inspirés et provoquèrent Patrick Pearse volontairement. Celui-ci se lança dans une diatribe sévère contre les tièdes à la cause irlandaise. Il fut rapidement intégré à la fraternité. Ce n'est pourtant pas de ce côté que commença la course à l'armement et au recours à la lutte armée. Les organistes de Ulster, du Nord irlandais, unionistes, voulurent faire contrepoids aux autonomistes qui gagnèrent en pouvoir auprès du gouvernement britannique. En 1911, les unionistes comptaient 50 000 miliciens en armes, défilant dans les rues de Belfast, fanfares en appui, sous des chants loyalistes anglais. Ils fusionnèrent tous ensemble pour former la Ulster Volunteer Force en 1913. L'événement tétanisa les parlementaires autonomistes et séparatistes. Au contraire, la fraternité et Pearse étaient heureux que le premier pas vienne de leurs adversaires. Le bal était lancé vers une militarisation. En 1912, Pearse fonda un nouveau journal, La Trompette de la Victoire, un journal radical appelant régulièrement au soulèvement armé. Son rédacteur en chef écrivait en 1913, en réaction à la création de l'UVF. « Je suis heureux que le Nord se soit armé, car c'est une bonne chose de voir des armes dans les mains d'Irlandais. Je voudrais aussi voir s'armer les Iberians, Irlandais du Sud, et les ouvriers irlandais des syndicats, et tous les citoyens irlandais. » 20 ans de combat culturel avaient ouvert la voie à la lutte armée, et le directeur de Saint-Edna écrivait dans son pamphlet titré « The Coming Revolution » sa vision du nationalisme révolutionnaire. Par nationalisme, j'entends tous ceux qui acceptent l'idéal de la réalisation de la nation irlandaise et s'efforcent de l'imposer par tous les moyens. En novembre 1913, la fraternité fit travailler ses réseaux au travers du directeur adjoint des Ligues gaéliques et diverses autres associations. Le 25 du même mois, à la Rotunga Ring de Dublin, un grand rassemblement public était organisé pour annoncer la création d'une force de volontaires irlandais. Au départ annoncé plus comme une force de sécurité publique que militaire, il fallait ménager Londres. Voici sa déclaration de naissance. Une organisation dite Irish Volunteer est fondée dans le but d'assurer et de maintenir les libertés et les droits communs à tout le peuple irlandais, de lever et d'équiper à cet effet un corps de volontaires. Le but de cette formation est la défense et la protection, non l'agression ou la domination. Leurs rangs sont ouverts aux Irlandais robustes, de toute religion, de tout parti et de toute classe sociale. Organisés en bataillons, pelotons et autres, les volontaires venaient de tous les mouvements et partis, séparatistes comme autonomistes. Les membres de la fraternité y étaient minoritaires, mais ils possédaient plusieurs grades supérieurs d'officiers. Thomas Clark, un haut placé de la Irish Republican Brotherhood, contrôlait toutes les ramifications de cette force, et Patrick Pearse fut nommé major et organisateur général. En 1914, les gradés plus modérés commencèrent à comprendre que les radicaux dirigeaient la force milicienne. Le chef du parti parlementaire irlandais demanda que 25 de ses cadres soient immédiatement intégrés à l'état-major de la force civile. Imprévu dans l'histoire, c'est Hobson, un membre lorique de la société secrète, qui acquiesça à la requête tout en cachant l'entente avec ses camarades. 25 démocrates du Parti autonomiste prirent des postes cadres des volontaires et Hobson fut banni de la fraternité, ayant fait pénétrer des éléments tièdes dans la hiérarchie milicienne. L'idée ne fut pas totalement stupide, car les modérés finirent par servir de façade trompeuse pour apaiser les craintes des autorités saxonnes. Pour assurer la réussite de la Révolution nationale et de l'indépendance irlandaise, il fallut un rapprochement, aux apparences improbables, mais qui servit de gage de réussite dans bien des épisodes semblables dans l'histoire des nations. Il s'agit de l'alliance entre les nationalistes et les syndicalistes révolutionnaires. Union possible,
quand le syndicalisme ne tombe pas dans un internationalisme débile. Le Irish Socialist Republican Party de James Connolly. D'ailleurs, le titre de son premier ouvrage, L'Irlande aux Irlandais, témoignait d'un nationalisme inhérent chez les syndicalistes. Dans les mêmes temps que les patriotes créaient la milice des volontaires irlandais, les syndicalistes créaient leur propre milice, la Irish Citizen Army. Saint-Edna et Saint-Ida, appelés aussi l'Ermitage, ne manquaient pas de popularité, mais gravement de fonds. Pearse partit aux États-Unis faire la tournée de la diaspora irlandaise, très favorable à l'indépendance. Une bonne partie de cette diaspora provenait de Fenians déportés. Il y trouva certes des fonds pour les collèges, mais aussi les projets secrets de la fraternité. Au mois de juillet 1914, le Kaiser allemand, voyant déjà se pointer à l'horizon le nez d'un conflit de grande envergure en Europe, offrit la vente d'armes aux miliciens de l'Ulster Volunteer Force. Stratégie du chaos chez l'ennemi, l'Allemagne marchanda tout autant d'armes aux volontaires irlandais. Une guerre civile au Royaume-Uni pouvait libérer le futur front européen de forces britanniques. Le Home Rule avait d'ailleurs été accepté par le gouvernement anglais pour apaiser les tensions en Irlande. Cette stratégie d'apaisement de Londres fonctionna appuyée par une propagande acharnée pour l'engagement militaire contre l'Allemagne. Saisissant l'opportunité de la Première Guerre, la Irish Republican Brotherhood en profita pour se lancer davantage dans l'organisation de la Révolution. Le 25 septembre de la même année, Patrick Pearse et deux de ses camarades, Thomas MacDonough et Joseph Plunkett, avec quelques partisans sous leurs ordres, prirent possession des bureaux des volontaires irlandais. Ils y prononcèrent une proclamation pour exclure tous les représentants et partisans du parti parlementaire et en prendre le plein contrôle. Les démocrates voulaient participer à l'effort de guerre britannique, en gage de la bonne foi autonomiste accordée. Les nationalistes ne voulaient pas voir les meilleurs des Irlandais mourir pour l'occupant. Le 26 septembre, une assemblée a réuni toutes les factions patriotes. Le nouvel état-major prononça le manifeste suivant. L'Irlande ne peut pas, sans manquer à l'honneur et sans compromettre sa sécurité, s'engager dans un conflit international, autrement que sur la décision d'un gouvernement national. Sans l'autorité du peuple irlandais, personne ne peut engager la vie et le sang des Irlandais au service de l'Empire britannique. Il s'agissait d'une véritable déclaration de guerre à l'Angleterre. L'Assemblée finit en combat de rue entre démocrates et séparatistes. Patrick Pearse commença à comprendre et percevoir sa destinée de meneur d'hommes et de martyr de la Sainte-Irlande. Cette déclaration incarne passablement cette prise de conscience. Un seul homme peut libérer un peuple. Comme un seul homme a rédimé le monde. Je ferai face aux Anglais, comme le Christ fut suspendu à l'arbre de la croix devant les hommes. En novembre 1914, cela faisait déjà 1 an que les forces volontaires irlandaises existaient. Pearse, toujours l'organisateur général des volontaires, la motion suivante fut adoptée, témoignant d'une radicalisation, voire une clarification du futur rôle des volontaires irlandais. Les volontaires irlandais seront utilisés pour assurer la défense de l'Irlande, pour empêcher le partage du pays en 2 divisions administratives, pour s'opposer à la conscription et pour établir un gouvernement irlandais en place et lieu d'un gouvernement britannique. En 1915, l'alliance entre nationalistes et syndicalistes devait prendre un tournant majeur et éloigner définitivement les restants de volontaires modérés dans la milice. L'armée des citoyens irlandais de James Connolly fut incorporée aux forces volontaires et Connolly fut introduit dans son état-major. 1915 fut une période préparatoire au coup de force de 1916. Une grande période d'agitation contre la conscription devait préparer le terrain et le peuple irlandais au soulèvement. Le cri de ralliement était très simple. Pas un homme pour l'Angleterre, aux armes pour l'Irlande. Tout au long de cette année préparatoire, Pearse enseignait à ses élèves le jour et les commandait dans les forces volontaires le soir. De réunion en réunion, d'assemblée populaire à une autre, article de journaux après article. C'est dans ce tumulte que Patrick Pearse écrit un de ses plus beaux poèmes rebelles. Je ne me suis jamais soumis. Je me suis fait une âme plus grande que celle des maîtres de mon peuple. Et je dis aux maîtres de mon peuple, prenez garde à ce qui vient.
le peuple qui se lève. Les autorités anglaises n'allaient certainement pas en rester là. La répression contre les nationalistes fut de plus en plus brutale. Les prisons se remplirent, les bureaux ou clubs politiques furent saccagés et perquisitionnés, les journaux nationalistes tous fermés, les uns après les autres, modérés comme radicaux. La clandestinité devenait la règle générale, et les petites imprimantes à manivelle roulaient en secret pour faire pleuvoir des tracts. L'indicateur que le terrain était fertile pour la révolte fut le rapatriement du corps de O'Donovan Rosa en août 1915, un rebelle Fenians lourdement réprimé et exilé en Amérique. La cérémonie présidée par nul autre que Patrick Pearse en uniforme rassembla plus de 100 000 personnes. Les volontaires présents pour l'occasion étaient armés, malgré l'interdiction des mesures de guerre. Une salve d'honneur fut tirée, et le directeur de l'Ermitage y fit ce discours. « Ô Irlande, si tu écoutes les meilleurs de tes fils, tu ne trouveras jamais le salut national par d'autre chemin que celui qu'ils t'ont tracé. De ceci, je répondrai au jour du jugement dernier, comme Rosa. Nous nous déclarons Irlandais, d'une seule allégeance, et notre union fraternelle n'a qu'un seul but. La libération de l'Irlande. Nous jurons à l'Irlande notre amour, et au pouvoir anglais notre haine. Les gardiens de la puissance britannique croyaient avoir tout prévu pour nous réduire. Mais les fous, ils nous ont laissé nos morts Fenians. Et aussi longtemps que l'Irlande restera gardienne de ses tombes, l'Irlande dans les fers ne sera jamais en paix. Noël 1915, dans un appartement banal de Dublin, les chefs de la fraternité irlandaise décidèrent que Pâques 1916 serait le déclenchement de l'insurrection irlandaise. Joseph Plunkett avait pour mission en plein conflit mondial de passer par l'Espagne, puis par la Suisse, pour rejoindre l'Allemagne et demander des armes et des hommes. Il réussit sa mission, mais ne reçut que la garantie des armes et non celle d'instructeurs ou de cadres militaires. Le navire chargé d'armes allemandes fut naturellement intercepté par la marine britannique, largement supérieure à tout autre. Le pavillon norvégien n'avait trompé la perfide Albion. Une confusion intense traversa l'état-major des volontaires, entremêlant ordre et contre-ordre, et cela, la veille même du lundi de Pâques 1916. Midi le 24 avril 1916, les premiers coups de feu sont entendus dans Dublin. Pearse, Connolly et leurs hommes prennent la Grande Poste. Les Irish Volunteers devenaient la Irish Republican Army. Des barricades sont vite formées avec le mobilier dans la rue O'Connell. Le drapeau tricolore, vert, blanc et orange, bat au vent. Patrick Pearse, 36 ans, debout sur une table sur l'esplanade de la Grande Poste, proclame la République et le gouvernement provisoire. Irlandaises et Irlandaises, au nom de Dieu et des générations disparues, dont elle reçoit son antique tradition de nationalité, l'Irlande, par nos voix, appelle ses enfants autour de son drapeau pour conquérir sa liberté. Affirmant par les armes notre droit à la force du monde, nous proclamons ici la République d'Irlande, État indépendant et souverain, et nous vouons nos vies à celles de nos compagnons d'armes, à la cause de sa liberté, de sa prospérité et de son élévation parmi les nations. 700 volontaires contre 16 000 soldats britanniques, l'opération était un sacrifice absolu. Ne prenant pas au sérieux la manœuvre, les autorités anglaises envoient à la rencontre de l'IRA une patrouille légère de cavaliers qui se fut massacrée. Les séparatistes contrôlaient la distillerie Jameson, le palais de justice, la maison de la mendicité, les deux brasseries Watkins et Rose, une usine de biscuits et le collège de chirurgie. Mal organisé, aucune caserne britannique n'était mise hors d'usage. Le mardi 25 avril, les volontaires irlandais durent se replier des avant-postes installés la veille au contact des forces britanniques. Les rescapés convergeaient vers la Grande Poste. James Connolly fut touché au bras. Le mercredi 26 avril, des explosions déchirent l'air. Un navire britannique commence à bombarder le siège central des syndicats, tout près de la poste. Les mitrailleuses anglaises s'installaient à chaque coin de rue, repris aux mains des rebelles. Des incendies éclataient de partout à Dublin depuis la veille. Dans la nuit du mercredi au jeudi, toutes les poches de rebelles irlandais étaient coupées et isolées les unes des autres. Le jeudi,
l'artillerie anglaise s'intensifia, détruisant une bonne partie du bâtiment abritant les insurgés. Vers 18 heures, Pierce et ses hommes durent évacuer leur quartier général. Les survivants réfugiés derrière une barricade virent la poste s'enflammer avec intensité. Devant progresser en perçant les murs des immeubles voisins, les rues toutes tenues par l'armée anglaise, Pierce et ses hommes s'installèrent sur Moore Street. À l'aube, la grande poste explosa avec violence. Le vendredi 28 avril, aucune sortie n'était possible pour les soldats de l'IRA. Le sort en était jeté. Pierce et ses hommes étaient encerclés par l'armée britannique. Ils tiendront pourtant encore une dernière journée, avant de se rendre le samedi après-midi. Bien rasé, uniforme propre, Pierce sortit le premier et fut conduit dans une voiture officielle. James Connolly, toujours vivant, fut hospitalisé et tous les autres se rendirent un à un. Les rebelles furent emprisonnés dans une prison différente que celle de leur chef, où ils furent torturés et privés de vivre. Le mardi 2 mai, Patrick Pearse fut jugé en cour martiale pour avoir porté les armes contre la couronne d'Angleterre, préjudice à la sécurité du royaume et intelligence avec l'ennemi. La sentence fut la mort. Les chefs de l'insurrection de Pâques rejoignirent leurs soldats dans la même prison. Pearse écrit une dernière lettre à sa mère. « Cette mort est celle que j'aurais demandée si Dieu m'avait donné le choix entre toutes les morts. Une mort de soldat pour l'Irlande et pour la liberté. Nous avons bien fait. Les gens diront des choses dures de nous maintenant, mais plus tard, ils chanteront nos louanges. » Ils eurent la chance d'être fusillés et non pendus comme de vulgaires criminels. Pearse avait pourtant vu juste. Plusieurs jeunes hommes qui avaient participé et survécu à ce coup d'État manqué devinrent les chefs de la victoire irlandaise. Un certain Michael Collins, futur directeur des services secrets de l'IRA, fut aide de camp de Plunkett lors des événements. La répression britannique qui suivit l'insurrection fit passer les sacrifiés de la Grande Poste du statut d'illuminés à celui de martyrs, puis de héros nationaux. En 1918, l'annonce d'une conscription mit le feu aux poudres, et la Sinn Féin qui prit le pouvoir parlementaire proclama la déclaration d'indépendance, la même que Pearse et ses camarades avaient lancée sur l'esplanade de la Grande Poste en 1916. Après une guerre sanglante, l'Irlande devint enfin libre avec le traité irlando-britannique du 16 décembre 1921, mais fractionné en deux. L'étincelle sacrificielle de la Irish Republican Brotherhood, de Patrick Pearse et de ses camarades, avait déclenché un incendie que ne put éteindre l'Empire britannique dans sa propre archipel. Quand on parle de peuple, quand on parle de nation, les vivants sont méconnaissables et nous apparaissent comme des étrangers. S'ils ne se reconnaissent eux-mêmes dans leur mort, si les morts et les vivants ne font pas un, la vie prend racine dans la mort et des tombes des patriotes se lèvent les nations vivantes. Alwyn ledius na vart gewekin, mar mein boni arschachten. Grain wils na milti gaiski, sia da vogels van der Rally. O roche de vahuale, o roche de vahuale, o roche de vahuale, ne sit jachen tauren. Ta grain wi like jillar sale, ogli armelli margarde, quelli attensi frank not spagna, gus crescia roger rally. O roche de vahuale, dar de mona kid boanye, o roche de vahuale, ne sit jakan tavre.